Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ou plutôt devrais-je dire cette nouvelle série de vidéos, car vous le savez, cette année on fête le centenaire des 24 heures du Mans avec une édition qui a déjà été baptisée l'édition du siècle. Il y aura beaucoup de choses qui seront faites d'ici là. Et surtout, c'est pour moi l'occasion de revenir sur une immense histoire, une histoire riche de 100 ans de défis, d'innovations, de triomphes, de tragédies, de bien d'autres choses également. Et donc, c'est pour moi l'occasion de revenir sur l'histoire des 24 heures du Mans. Mais vous savez quoi ? Moi, je peux décemment pas vous parler des 24 heures du Mans dans un décor comme ça, blanc, un peu de bleu, machin. Ok, c'est un décor sympa, mais je peux pas vous parler de ça ici, donc je vous embarque avec moi. Voilà, c'est quand même mieux, non? Bon, alors oui, les cheveux volent parce que oui, on est en extérieur. C'est un tout premier tournage en extérieur, je suis à Pontlieu. C'est un quartier du Mans. Alors vous allez me dire, oui, c'est un quartier, ma foi, fort sympathique. Il y a un café, il y a le tram qui passe, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je fous dans un quartier du Mans? Eh bien, c'est parce qu'en fait, ici, c'est jouer un morceau d'histoire des 24 heures du Mans, mais il y a bien longtemps. Car juste derrière moi passait en fait l'épingle de Pontlieu. L'épingle donc qui faisait partie du circuit des 24 heures du Mans en 1923 lors de la toute première édition, il y a 100 ans tout pile. C'est donc ici, sur ces terres, pile poil ici, à l'épingle de Pontlieu, que c'est donc disputé la première épreuve des 24 heures du Mans en 1923, ou plutôt comme on l'appelait à l'époque, le Grand Prix d'endurance de 24 heures, car effectivement à l'époque c'est vraiment le terme de Grand Prix qui était majoritaire en Europe. Il y a déjà eu des courses de 24 heures par le passé en 1905, notamment dans l'Ohio, mais jamais d'une telle ampleur que celle des 24 heures du Mans. Georges Durand, Charles Farroux et Émile Coquille, des noms qui ne vous disent pas forcément grand chose, mais pourtant c'est grâce à eux qu'on a les 24 heures du Mans aujourd'hui. C'est au début des années 20, 3 membres de l'Automobile Club de l'Ouest qui se sont dit, bon d'accord les gars, les Grands Prix on la poupe, c'est super, d'ailleurs c'est au Mans qui a été couru le premier Grand Prix en 1906, mais on a moyen de faire mieux, une course de 24 heures réservée aux voitures de tourisme, ce qui veut dire en fait les voitures de route, comparé aux voitures de tourisme qu'on a aujourd'hui, les voitures de route donc obligées de rouler pendant 24 heures sur un circuit ma foi fort difficile pour prouver que l'automobile, qui est encore quelque chose de naissant, évidemment à l'époque, qui se démocratise de plus en plus, c'est un moyen fiable et sûr de parcourir de longues distances. L'histoire retiendra que la première édition des 24 heures du Mans, courue les 26 et 27 mai 1923, fut un véritable succès populaire déjà, et surtout un succès technique aussi, parce que sur 33 voitures au départ, 30 verront l'arrivée, alors que pourtant les conditions étaient absolument déplorables, il a plu pendant 2 jours, c'était une catastrophe, mais pourtant, quasiment la totalité du peloton a réussi à finir les 24 heures. René Léonard et André Lagache rentreront donc dans l'histoire comme les premiers vainqueurs des 24 heures du Mans en 1923. Donc devant leurs équipiers au volant d'une Chenard et Valker type U3 Sport 15 chevaux. C'était une véritable domination finalement de l'équipe Chenard et Valker. Sauf que voilà, problemo. Ce qui comptait à l'époque, c'était certes évidemment de gagner les 24 heures du Mans, mais pas tant que ça, c'était surtout la coupe Rudge Whitworth. Et cette coupe, elle n'a pas été décernée en 1923, ni en 24, mais bien en 25, c'était une coupe triennale. Car en fait, les 24 heures du Mans, évidemment, vu que c'était un défi technologique, un défi d'endurance, il fallait aussi donner une envie pour revenir l'an prochain, une raison d'être de revenir les années suivantes et pas juste de faire de cette course un one-shot. Donc si vous terminiez un objectif kilométrique qui était déterminé en fonction de la cylindrée de votre voiture, vous aviez le droit de revenir l'année suivante. Quasiment toutes les voitures ont donc réussi cet objectif kilométrique. Et puis ensuite, bien évidemment, certains se sont juste arrêtés à l'objectif et ne sont pas allés beaucoup plus loin pour juste avoir gagné leur participation l'année d'après. Mais donc, la voiture qui dépassait le plus possible cet objectif kilométrique avait aussi, évidemment, une récompense. Mais donc ensuite, il fallait rester sur 3 ans. Et c'est sur ces 3 ans qu'on allait avoir le vainqueur de la coupe Rudge et Whitworth. C'est en 1924, en 1925, ce sont Bentley et puis Lorraine Dietrich qui remportent les 24 heures du Mans. C'est bien Chenard et Valker, et c'est une belle chose, qui remportent la première coupe triennale. Et si cette coupe Rudge Whitworth triennale ainsi que la biennale qui a aussi été construite, se sont très vite arrêtés. Dès 1928, on ne parlait plus de ces coupes-là. Les 24 heures du Mans ont continué évidemment à remporter un succès grandissant. Et ce succès grandissant, il fut remarqué par le nombre d'engagés et surtout le nombre de marques engagées parce que, évidemment, il y a beaucoup de marques françaises qui s'y sont intéressées, Peugeot notamment qui arrivait dans les premières années, mais aussi beaucoup de marques européennes et enfin même internationales. Même les Américains sont venus au Mans très tôt, si bien qu'en 1928, pour la toute première fois, il y avait plus de voitures étrangères que françaises sur la grille. Comment enfin évoquer les années 1920 aux 24 heures du Mans sans parler des Bentley Boys? Vétérans de la Première Guerre mondiale, ils sont également des gentlemen drivers fortunés qui, au volant de leur Bentley, ont un petit peu semé la zizanie et finalement réussi de très très belles performances dans l'histoire des sports mécaniques. Alors si Bentley a remporté la course en 1924, on doit également aux Bentley Boys 3 victoires de suite de 1927 à 1929. 4e suivra, mais c'est pas les années 20. L'épreuve de 1927 aura été marquée par un terrible accident au niveau des virages de Maison Blanche, laissant 2 des 3 Bentley sur le carreau, mais la 3e aura réussi à terminer. Dudley Vengerfield et Sammy Davis étaient au volant et étaient pilote et copilote, et ils ont quand même réussi à réparer cette voiture eux-mêmes.
pour terminer les 24 heures du Mans et l'emporter. Pour terminer chacune de ces vidéos, car vous l'aurez compris, c'est évidemment une série de vidéos que je vais vous proposer ici, je vous propose un petit coup de projecteur sur une voiture mythique de la décennie qu'on a évoquée. Comment ne pas évoquer pour les années 20, la Chenard et Valcaire Torpedo 3 litres type U3 qui a donc remporté la victoire en 1923. On le rappelle, les 24 heures de cette année-là se sont déroulées dans des conditions plus que délicates. Les routes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui et c'est plus dans de la terre et de la boue que les voitures devaient rouler plutôt que sur du joli tarmac plat comme celui qu'on peut trouver derrière moi à ce moment précis. Cela n'a pas empêché la Chenard et Valcaire de parcourir les 24 heures à 92 km/h de moyenne avec des pointes à 145 km/h. Le tout sans véritablement de sécurité, mais en montrant déjà une grande fiabilité. 7 de ces voitures existent encore dans le monde, une seule existe en France, et elle est finalement exposée au seul endroit où elle mérite d'être. C'est évidemment le musée des 24 heures du Mans. L'occasion de découvrir en voyant cette Chenard et Valcaire l'évolution incroyable de l'automobile sur un siècle exactement, mais aussi les similitudes entre les voitures d'antan et les voitures d'aujourd'hui, parce que finalement il y a un volant, il y a 4 roues, il y a des pédales dans le cockpit, un moteur, bref c'est assez finalement proche de ce qu'on a aujourd'hui, ce sont les fondamentaux qui sont totalement respectés. Entre 2015 et 2018 la voiture a été entièrement restaurée, parce que vous en doutez qu'une voiture qui a un siècle, forcément elle commençait à montrer quelques petits signes de difficulté, donc la voiture a été entièrement restaurée pour conserver ce patrimoine pendant encore des années et des années. Il y a plusieurs voitures d'ailleurs dans le musée des 24 heures du Mans qui datent de cette période. Et finalement, ce qu'on pouvait voir également au musée des 24 heures du Mans, c'est que certes, c'était des voitures relativement rudimentaires, mais on voyait déjà pas mal de différences et de variétés dans les modèles et les cylindrées, parce que le circuit des 24 heures du Mans offrait ce défi particulier. Avec ses très longues lignes droites, mais aussi ses virages assez serrés, il fallait trouver le bon compromis entre puissance moteur pour justement aller le plus vite possible en ligne droite, mais aussi légèreté, afin de pouvoir justement amener le moins de poids possible. Mais il fallait aussi que la voiture soit assez robuste, parce que les routes n'étaient pas en bon état. Tout un casse-tête pour les ingénieurs de l'époque. Après cette première décennie réussie, les 24 heures du Mans basculent dans les années 30 avec la volonté de consolider un événement qui ne fait que gagner en popularité et en intérêt de la part des constructeurs, et tout en restant évidemment ce défi technologique. Et on verra que dans les années 30, il y aura pas mal de technologie qui sera développée, mais ça, ce sera pour mercredi prochain. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne pour avoir la notification de toutes les autres vidéos qui vont arriver. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu, et moi, je vais partir de Pontlieu parce qu'il fait un petit peu froid. Je crois que je viens de rater le tram du coup. Bon tant pis, il reste un petit peu dans le froid. À bientôt les gars, ciao ciao.